Bonjour à toutes et à tous, je suis le Blaireau des Surfaces et ça y est, je suis de retour. Waouh! Après avoir battu le Covid et moult autres écueils, je suis enfin de retour devant vous, devant cette caméra plutôt. Et avant de me lancer, je vais vous inviter à vous abonner, à mettre la cloche, etc., à liker, mais surtout à me rejoindre sur les réseaux sociaux, parce que oui, ça y est, je suis passé du côté obscur de la force. Venez me rejoindre sur Twitter et sur Facebook, et je m'engage envers vous, en retour, à pas faire de la merde. Eh ben oui, ça servira pas juste à faire la promotion de ma chaîne, je vais essayer de partager des choses intéressantes, des infos, des stats, etc. Et surtout des articles ou des vidéos que je trouve intéressantes. Donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un tour sur mes réseaux, tout est dans la description, vous connaissez les bails. Également, n'hésitez pas à venir régulièrement en onglet communauté, parce que YouTube est un réseau social aussi. Donc vous avez Facebook, YouTube et Twitter pour me joindre, pour voir ce que je fais dans ma vie, vachement intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas, venez. Je ne sais pas vous, mais je trouve cette saison extrêmement bizarre. Elle est évidemment particulière entre le Covid qui empêche les équipes d'être au complet, avec l'absence du public dans les stades, donc qui augmente le nombre de victoires à l'extérieur, et qui empêche clairement le beau jeu. Les équipes, je trouve, sont très fatiguées, ce qui augmente évidemment le nombre de blessures. Et encore Mediapro qui a abandonné la Ligue 1, et donc ce qui met clairement en grand danger nos clubs. Avec tout ça, on pourrait donc croire que ça y est, cette saison serait la bonne pour voir des changements dans les hiérarchies habituelles des championnats européens. Et je vous avoue que j'y ai cru jusqu'à Noël, et ensuite tout est rentré dans l'ordre, à quelques exceptions près. Il faut croire que cette crise, tout le monde la vit à égalité. Ainsi, comme les 2 précédentes années, je me suis mis à la recherche dès septembre du prochain outsider, de la prochaine équipe, du prochain club que je pourrais vous présenter. Mais j'en ai pas trouvé. En effet, le temps que j'écrive cette vidéo, tout avait changé. J'ai en effet longtemps cru à Southampton. Voilà. J'ai également cru pendant pas mal de temps au Bayer Leverkusen, mais évidemment. Et puis ça a été autour de la Real Sociedad, mais bien évidemment. Voilà. Et puis j'ai réalisé que, en fait, je m'étais jamais posé la question, qu'est-ce que c'est qu'un outsider? Et c'est en le faisant, en me posant tranquillement pour réfléchir à sa définition, que je me suis rendu compte que pour moi, la définition avait changé. Pour moi, ce n'est plus une équipe non cador qui vient bousculer la hiérarchie de son championnat, ou juste une équipe qui clairement explose les stats de surperformance. Maintenant, pour moi, c'est devenu une équipe qui, bien évidemment, n'a pas l'habitude d'être en haut du classement et qui vient perturber les hiérarchies qui sont habituelles dans les différents championnats européens, au moins. Mais cela sans forcément des sports de titre. Vous voyez la nuance? Cela veut dire que c'est donc une équipe moyenne ou petite, qui d'habitude est plutôt dans le ventre mou, voire en bas, qui vient se mêler à la bagarre pour un titre, mais sans forcément qu'on y croit, sans forcément avoir une chance de remporter une coupe ou un championnat. C'est avec cette nuance en tête que j'en profite pour mieux définir ce que va être plus tard les futures vidéos consacrées aux outsiders. Ce que je veux à partir de maintenant et pour le futur, c'est vous faire comprendre comment ces équipes et pourquoi est-ce qu'elles arrivent à bousculer les hiérarchies normalement établies. Et surtout, vous faire profiter de mes recherches pour vous faire découvrir une équipe ou des joueurs qui sont pas encore très médiatiques et vous expliquer pourquoi est-ce que j'aime bien leur style de jeu. Maintenant qu'on a mieux défini ce que va être cette série, pour cette année, j'avoue que c'est le concept même d'outsider qui me gêne un peu. Je vous le cache pas, avec le Covid, on sait même pas si les championnats vont aller au bout. L'année dernière, certains ne sont pas allés au bout. D'ailleurs, franchement, l'AZ Alkmaar, ils se sont fait voler. C'est sûr qu'ils allaient gagner le championnat. Certains. Quoi qu'il en soit, si on se retourne vers le passé, je pense que je me suis quand même pas trop trompé. Ce qui confirme donc mon envie de continuer cette série. Braga, par exemple, est solidement attaché à sa 4e place du championnat, et aujourd'hui elle est même 3e, il a devancé le Benfica. L'AZ Alkmaar revient bien en haut du classement, après un début de saison un peu compliqué. Alors, heureusement, ils se sont pas trop fait saigner, c'est peut-être pour ça que je les vois bien finir à la fin de cette saison. Quant à l'Atalanta, franchement, depuis, tout le monde a vu de quoi ils étaient capables, depuis leur double confrontation contre le PSG. On est d'accord. Ainsi, j'y arrive, patience. Compte tenu des définitions que je viens de vous faire et du contexte qui est quand même très particulier, cette année, pour changer, je ne vais pas vous parler d'une seule équipe ou d'un seul club, mais bien de 11 joueurs et un entraîneur dans 12 clubs de 12 championnats différents. Et donc je vais en profiter pour vous expliquer en quoi ces joueurs et ces clubs sont intéressants et en quoi ils peuvent aller beaucoup plus haut que ce qu'ils sont actuellement. Voilà, cette introduction est enfin terminée et elle était vachement longue. On y va? Pour de bon? Allez, c'est parti. Je démarre donc cette équipe des outsiders avec sa tête pensante, et c'est le cas de le dire,
l'entraîneur Peter Bosz. Désolé si je ne prononce pas très bien son nom de famille, hein, pardon, mais j'avoue que j'avais totalement perdu la trace de Peter, hein, je vais l'appeler comme ça, depuis son passage avorté, enfin disons raccourci, et fort peu fructueux au Borussia Dortmund. Le néerlandais qui avait notamment amené l'Ajax pendant la saison 2016-2017 à la finale de la Ligue Europa, bien entendu perdu contre Manchester United. Quelle que soit la compétition européenne, les petits ne gagnent plus jamais contre les gros, bien entendu. C'est très joyeux et ça donne beaucoup d'espoir. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire qu'il avait donc mené une équipe de l'Ajax très jeune en finale de l'Europa League. Et dans cette équipe, il y avait quand même une grosse ossature qui, 2 ans plus tard, enchantait l'Europe entière en arrivant en demi-finale et en perdant malheureusement contre Tottenham. Alors qu'on avait quand même envie de revoir un Ajax en haut de l'Europe. Et je reviens donc, excusez-moi encore, sur Bosz, qui est un fan de Guardiola, Rinus Michels, Johan Cruyff. Tout pour me plaire, franchement, c'est voilà le football de possession comme on aime, ou qu'on n'aime pas, mais moi j'aime en tout cas. Bosz, c'est donc des principes forts, une méthode claire, mais bien entendu, un palmarès vierge. Bah oui, hein, il n'est pas au Bayern, né Leverkusen pour rien. Vous allez me dire, des entraîneurs comme ça, il y en a plein, Bielsa, Quique Sétienne, etc., qui jouent très bien, qui sont très beaux à avoir joué, et qui gagnent jamais, mais moi, ça me plaît, et je le mets donc à ma tête de mon 4-2-3-1, bien entendu, tourné vers l'offensif, le jeu rapide, de possession, on va bien se marrer. Pour ce qui est du Bayer Leverkusen, bien entendu, je n'y crois plus, ils ne peuvent pas concurrencer cette année le Bayern, qui pour moi va encore remporter le championnat pour changer. Mais l'équipe est intéressante, il faut vraiment que vous la regardiez jouer, pour voir tout le travail fait par Peter Bosz. Il y a également, et je voulais en parler, mais je ne l'ai pas mis dans cette liste, je vous le dis tout de suite, Moussa Diaby, qui a explosé, on peut le dire, cette année, qui est sous le feu des projecteurs. Je crois qu'il fait vraiment bien jouer son équipe. J'aime vraiment ce qu'il fait. Je vous conseille de jeter un coup d'œil. J'enchaîne avec le gardien du temple, Isak Petersen. Alors là, je suis quasiment sûr de vous surprendre. Ce joueur, j'en ai entendu parler grâce au super blog Nordisk Football, que je vous conseille vraiment de lire régulièrement. Et donc là, j'avoue quand même que je prends un risque avec ce joueur, puisqu'il est même pas numéro 1 dans son club, Toulouse, mais c'est Toulouse qui m'intéresse aussi, je vous le cache pas. Ce qui m'intéresse plus précisément à Toulouse, c'est sa stratégie maligne de recrutement, depuis qu'ils ont été rachetés par des Américains, je crois. Ils ont recruté, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand même beaucoup de joueurs du nord de l'Europe, et avec des résultats qui sont quand même assez surprenants. Ils ont mal débuté la saison, et la remontée est spectaculaire. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine en Ligue 1, parce que, bah oui, je les vois vraiment monter cette année. Petersen est un joueur suédois, jeune, qui a disputé l'ensemble des matchs des 3 précédentes saisons passées dans son club, et il a été élu pendant 2 saisons d'affilée meilleur gardien du championnat. C'est un gardien assez moderne, c'est-à-dire pas très grand, mais rapide et explosif. Spectaculaire, travailleur et très régulier, je pense qu'il peut à moyen ou long terme faire le bonheur du Toulouse FC. Et on passe donc à la défense centrale avec Wesley Fofana. Ouais, je suis pas très original, c'est un des plus connus de cette liste, mais c'est assez intéressant la façon dont il s'est adapté et il a très rapidement explosé. Le pur produit, comme on dit dans le milieu du foot, du centre de formation de Saint-Etienne est rentré pour la première fois en jeu en octobre, et depuis, il a presque toujours été titulaire. Et cela alors qu'il a à peine 20 ans. Le plus souvent associé dans une défense à 3 avec Fuchs et Johnny Evans, mais clairement la défense dont il fait partie n'est pas étrangère à l'excellente saison de Leicester. Ses principales qualités sont la rapidité et l'agressivité. J'adore, je trouve que ça va bien dans le système de jeu que je développe dans ce 11, et apparemment il est suivi de près par Deschamps. Ça, j'aime bien aussi, vu la gueule de nos défenseurs centraux actuellement. Bien entendu, le choix d'un joueur de Leicester City n'est pas anodin. Actuellement, le jour où j'enregistre cette vidéo, Leicester est 3ème du championnat à 7 points de Manchester City, donc avec des vraies chances de jouer avec des champions et même pourquoi pas de les embêter un petit peu. Et je les vois clairement favoris de la Ligue Europa, hein, ils jouent contre le Slavia Prague je crois, avec Manchester United. Ce club est cette année une très bonne surprise je trouve, et se maintient depuis quand même pas mal de temps en haut du classement. Cela avec un effectif équilibré et rafraîchissant je trouve. En tout cas, un de ceux qui m'excite le plus en Angleterre. Et cela sans forcément de grosses stars. Entre les Belges Castagne, Price et Tielemans, les Anglais Vardy, Madison et j'en oublie un, Barnes, oui c'est ça. Bref, j'aime beaucoup cette équipe et je pense qu'il faut la suivre en Angleterre.
Poursuivons en défense centrale et pour l'associer avec Wesley Fofana, un autre Français, Robin Lenormand. Et ouais, je ne pouvais pas parler de l'Atlético, bien entendu, hein, parce que c'est pas vraiment un outsider, hein, on connaît très bien, il n'y a rien de vraiment rafraîchissant. Pour moi, la vraie bonne surprise de la première moitié du championnat en Espagne, c'est la Real Sociedad. Certes, le club est aujourd'hui plus du tout un outsider, hein, il ne vient plus du tout embêter les gros de ce championnat, mais je trouve que son effectif vaut vraiment le coup d'y jeter un coup d'œil. Il y a quelques références, il y a David Silva, Portu, Januzaj, Nacho Monreal, donc quand même quelques noms connus, et d'autres joueurs qui ont carrément explosé. Il y a Mikel Merino, hein, je crois que c'est ça, Mikel Merino, Oyarzabal, ou encore Alexander Isaac, qui, ça y est, je pense, enfin a passé un cap, comme on dit, dans le milieu du foot, encore. Et en plus de ce joueur, bien entendu, Lenormand. Sa nationalité n'a clairement pas été choisie au hasard, hein, vous vous en doutez. Jeune joueur qui arrive de Brest, je l'imagine bien faire une charnière compatible avec Fofana, justement, pour une raison de langue, mais pas que. Alors certes, il n'est pas gaucher, mais son profil est très intéressant, et je le connaissais pas du tout, hein, clairement, avant son explosion au plus haut niveau ici, à la Real, et je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à un autre joueur. Qui ça peut être ? Contrairement à notre grise nationale, Robin Lenormand n'a mis que 2 ans à devenir indispensable dans le 11 type de la Real Sociedad. Robin Lenormand est décrit comme un joueur très polyvalent, intelligent, déjà mûr tactiquement parlant, et ce qui me plaît et ce qui va vraiment bien aller avec son pendant de la défense centrale, c'est sa qualité de relance. Bien entendu, les médias n'ont pas pu s'empêcher de déjà en parler pour l'équipe de France, c'est un petit peu trop tôt, je pense. On va voir ce que ça va donner. On continue. Allons à gauche désormais avec l'allemand latéral Robin Gosens. J'ai pas pu m'empêcher de choisir un joueur de l'Atalanta Bergame. Il faut dire que j'aime beaucoup cette équipe depuis 3-4 saisons. Je la suis de très près. En Italie, j'ai pas vraiment trouvé d'autres outsiders. J'aurais pu mettre l'AS Roma qui est entre guillemets anormalement haut. Ouais, parce que généralement ils sont plutôt nuls. Malgré les moyens financiers qu'ils ont, énormes. Mais pour moi, c'était pas un vrai outsider. La Roma, en théorie, devrait être chaque saison dans le top 3, clairement. Non, c'est vraiment l'Atalanta qui remonte bien, là, qui ça y est, monte en puissance. Et le vrai outsider, encore une fois de plus cette année, au moment où je tourne cette vidéo, demi-finaliste de la Coupe d'Italie, une fois de plus, je pense d'ailleurs qu'ils vont passer en finale, contre la Juventus, je crois. Il faut dire qu'ils ne se sont pas trop fait saigner pendant le mercato estival, mis à part Castagne, qui est parti, à Leicester, tout est lié. Et si ce n'est cet hiver, Papou Gomez qui est parti au Séville FC, je sais pas trop pourquoi, apparemment il jouait pas trop, il n'aimait pas trop ça. Et bien entendu, Ocampos s'est blessé, il est rentré, il a marqué, comme par hasard. Je crois que Séville a encore fait un très bon coup sur le mercato. Pour pas cher en plus, pour pas cher. Donc voilà, ça c'est peut-être la mauvaise nouvelle pour l'Atalanta qui va jouer, pas de bol, le Real Madrid. Bon, c'est peut-être l'année ou jamais pour les prendre, clairement. L'année dernière, ils l'auraient fait sans aucun problème. Cette année, un peu plus difficile peut-être. Mais allez, je parie sur eux, je les vois vraiment aller en quart de finale. Allez, c'est parti. Quart de finale Ligue des Champions pour l'Atalanta. Je reviens à Gosens, allemand, 26 ans, pas très vieux. J'adore, peut-être un des meilleurs latéral gauche d'Italie, ouais, peut-être le meilleur, peut-être un des meilleurs d'Europe en tout cas. Encore des très belles stats cette année, 17 matchs, 6 buts, 4 passes décisives. Il va très bien dans mon 11 puisqu'il est habitué à participer au jeu. C'est un latéral moderne qui monte, qui attaque très bien et qui ici sait défendre. Voilà, le latéral moderne quoi. Voilà, je vous cache pas que c'est un peu un chouchou pour moi, avec un profil assez atypique. Le gars voulait être flic, il n'est pas passé par un centre de formation. Il a été recruté 900 000 € à peine par l'Atalanta. Aujourd'hui, il en vaut environ 25 millions, ou 28 millions, ouais, 28 millions sur Transfermarkt. Voilà, on imagine la plus-value à venir. Clairement, elle va être énorme. Et donc, suivez donc de près ce joueur. Je le vois bien aller dans pas très longtemps dans un club de encore plus gros standing. Filons à droite maintenant avec le prochain latéral. Et là, je crois que vous ne me voyez pas du tout arriver. James Tavernier des Glasgow Rangers. Ah ouais, là j'avoue, je suis pas peu fier de moi, mais j'avoue que je ne connaissais absolument pas ce joueur, et quand j'ai découvert, j'ai halluciné. Ses stats sont dingues. Alors je vous cache pas, j'ai pas du tout regardé un seul match des Glasgow Rangers. Mon cœur balance un petit peu plus du côté des Celtics, désolé, voilà. Je trahis un petit peu mes valeurs, ce quoi je crois, désolé, pardon le Celtic, pardon, ils m'excuseront, je l'espère.
Mais voilà, hein, cette année, Steven Gerrard à la tête des Glasgow Rangers écrase tout, il n'y a pas d'outsider, il n'y a pas de place pour les autres. En Écosse cette année, à part les Glasgow Rangers, il n'y a pas d'équipe qui sort du lot. Ils surdominent vraiment le championnat et c'est grâce clairement au travail acharné, très bon, hein, de très bonne qualité de Steven Gerrard. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va devenir après les Glasgow parce que je ne vois pas rester aux Rangers éternellement. Hein. Je pense que tout le monde a envie de le voir à un échelon supérieur dans un autre championnat pour voir ce que ça va donner. Et en plus de ça, les Glasgow Rangers sont toujours qualifiés en Europa League et je vais me mouiller. Je les vois bien être un outsider de cette Europa League. Ouais, je les vois bien arriver au moins en demi-finale, voire quand même en finale, et perdre comme d'habitude face à un gros style United, pour changer. Mais revenons à James Tavernier, qui est totalement hallucinant, hein, puisqu'à 29 ans, lui-même, je ne sais pas comment il y arrive, hein, en 28 matchs, il a débuté 100% des matchs titulaires. Il a marqué, je crois, 11 buts et 10 passes décisives. Complètement dingue, hein, je rappelle, c'est un latéral droit. Hein, latéral droit. Oh, vous réalisez le truc? Capitaine de l'équipe des Rangers, c'est clairement un attaquant supplémentaire, hein, tellement il marque. En plus, il s'est aussi marqué sur coup franc. On se demande ce qu'il ne sait pas faire. Je crois que c'est le meilleur attaquant du championnat au moment où j'écris cette vidéo. What the fuck? Certes, il a marqué pas mal de pénaltys sur son nombre de buts. Mais bon, le gars sait aussi défendre, hein. Je crois que les Rangers ont plus de 15 clean sheets hein, dans la saison, voilà, rien que ça. Le gars fait des interceptions, une trentaine, fait des tacles, 10 ou 15 par match. Voilà, il est au-dessus, il est énorme, c'est tout. On monte d'un cran, on arrive au milieu de notre 4-2-3-1, je rappelle, et on va parler de Marcel Sabitzer. C'est certainement un nom qui vous dit un peu plus quelque chose par rapport au précédent nom. Je crois que Willou en avait parlé dans ses 11 types. Bah, c'est pas pour rien, hein, ses stats sont folles. Il a éclaté au plus haut niveau quand il avait giflé quasiment lui tout seul Tottenham en Ligue des Champions. C'est le capitaine de mon 11, et c'est pas pour rien. Il est juste énorme. Auparavant, ailier droit replacé au milieu. C'est un dévoreur d'espace, technique, mais capable également de marquer et de faire des super belles passes. Il est à Leipzig la plaque tournante du jeu. Celui qu'on appelle le troisième homme, hein, c'est le principe très cher à Guardiola, celui qui est face au jeu et qui oriente, que ce soit par des transversales ou un jeu en profondeur. Infatigable, il a au moins 8 poumons, il sait très bien aussi se défaire du pressing adverse grâce à sa fine technique, et lui-même est très bon au pressing dès qu'il s'agit de s'opérer aux tâches défensives. C'est bien entendu loin d'être le plus médiatique et le plus connu du 11 type de Nagelsmann, mais c'est très certainement le plus important de cette équipe. Une fois de plus, je me trahis en parlant de Leipzig, un club qui au minimum me laisse froid et que vous maintenant vous connaissez bien, c'est un habitué depuis quelques années de la Ligue des Champions. D'ailleurs cette année, il joue un Liverpool, ça me fait mal de le dire, mais que je vois pas passer. Clairement. Leipzig, peut-être, ça va être cette année, l'année de la confirmation. L'année pour aller au-dessus, par exemple, pourquoi pas en demi-finale. Certes, ils sont encore dans la course au titre avec le Bayern, mais malheureusement, je ne les vois pas aller au bout. Une fois de plus, le titre habituel de champion d'Allemagne va revenir au Bayern pour changer. J'en ai déjà parlé. J'aurais pu parler du Bayer Leverkusen ou de Mönchengladbach, mais ces deux équipes-là n'ont pas de Sabitzer au milieu. Et voilà. Associé à Sabitzer, au milieu, je vais mettre Nikola Vlasic. Ce Croate que j'avoue j'ai découvert totalement par hasard en faisant mes recherches, je ne connaissais pas du tout, est supposé incarner le renouveau du football croate. On le pressent régulièrement comme étant le futur, le prochain Modric, rien que ça. Moins connu qu'un Mateo Kovacic, il incarne clairement le futur de la sélection croate. Et après un passage pour moi complètement inaperçu à Everton, il éclate complètement en CSKA Moscou. Et voilà, je me trahis encore, j'ai pas le choix, que voulez-vous, c'est comme ça, il y a des joueurs qui m'enchantent, c'est tout. Oui, je ne parle pas du Spartak, hein, qui est probablement en Russie mon club préféré, on va dire. Hein. Mais le CSKA cette année, c'est peut-être le seul qui va réussir à arrêter l'hégémonie du Zénith Saint-Pétersbourg. Âgé à peine de 23 ans, il offre des statistiques plutôt intéressantes en Russie, puisqu'en 17 matchs, il a marqué 8 buts et fait 5 passes décisives. Il est un milieu de terrain qui aime se projeter en avant et qui est attiré par le but. Comme je le disais, il a été recruté assez jeune par Everton, il était voulu par Ronald Koeman, sauf que ça se passe très mal pour lui. Il choisit donc de partir au CSKA Moscou. Et là, il éclate. Il marque plein de buts, fait plein de passes décisives. Le club le rachète et, je crois que c'est il y a 2 ans, en point d'orgue, il est titulaire pour une grande polyvalence, et c'est ça qui me plaît. Il est très souvent comparé à un Modric par exemple, mais il est plus dribbleur et plus porté vers l'avant que ce dernier. Il est peu à peu en train justement de prendre sa place, la transition est en train de se créer. Je pense que cette équipe nationale est à suivre. Eh ben tiens, et voilà un nouvel outsider,
mais cette fois-ci pour la Coupe d'Europe des Nations. On passe à l'attaque maintenant avec l'ailier gauche, Charles de Ketelaere. Place maintenant à la Belgique et au club Bruges. Bruges, je voulais vraiment vous en parler parce que déjà, ils dominent leur championnat, il n'y a pas vraiment d'outsider, il n'y a pas vraiment d'équipe qui sort un peu du lot, qui vient titiller ce gros qui depuis 2-3 saisons maintenant est au-dessus. Et également parce que clairement, et je vais prendre un gros risque, je les mets outsider pour la finale de l'Europa League. Je dis pas gagner l'Europa League, non, parce que les petits ne gagnent plus, je vous l'ai déjà dit. Non, pour la finale. Ouais, je suis un peu fou, je sais. Mais je dis pas n'importe quoi. Déjà parce que ça fait quelques années qu'ils enchaînent des très belles saisons européennes. Franchement, ils font des campagnes européennes qui sont magnifiques. Et ensuite parce qu'ils commencent leur 16e d'Europa League. Ils sont arrivés assez facilement en 16e, contre le Dynamo Kiev qui, pour moi, n'est pas au top en ce moment. Par exemple, en 2018, ils s'en étaient très bien sortis face à l'AS Monaco, en faisant un match nul à l'aller et en gagnant 4-0 au retour, quand même. En 2019, ils réussissent quand même un magnifique 2-2 sur la pelouse du Real Madrid, hein. Toutes les équipes ne font pas ça. 2 années à laquelle ils finissent en 3e place de la Ligue des Champions, sont reversés en Europa League, ils font des très belles saisons en Europa League. Et cette saison, ils sont confirmés en faisant 2 nuls contre la Lazio et 2 victoires 3-0 contre le Zénith Saint-Pétersbourg. C'est régulier. Pendant ces matchs-là, il y a un joueur qui n'a pas du tout été ridicule, un joueur de 19 ans, gaucher, ah ouais, ça change, hein, dans mon 11, Charles de Ketelaere. Le grand milieu offensif, 1m92, quand même pas mal, belge de Bruges, n'est pas forcément étincelant, il n'est pas très connu en France, il n'affiche pas des stats de ouf, il est très intéressant et à 19 ans il a déjà été élu meilleur espoir de son championnat. L'année dernière il était plutôt sur le banc de Bruges, cette année il est vraiment devenu indispensable dans le 11 type de Bruges. Cette année il est plutôt aligné en pointe, certes, mais il est ailier gauche de formation, il garde bien le ballon et offre toujours des combinaisons intéressantes dans cette position à ses coéquipiers. C'est un joueur sur lequel j'ai trouvé finalement assez peu de renseignements, il est pour l'instant assez discret, pas très connu, franchement il n'y a pas grand chose pour l'instant comme article, etc. sur lui, mais allez voir des vidéos sur lui, il m'a tout de suite enchanté, et je l'ai découvert dans les confrontations face au Real Madrid, il m'avait tout de suite subjugué. Et de qui on parle déjà là? Ah oui, Pedro Gonçalves. Ailier droit, le Portugais fait le bonheur du Sporting Lisbonne cette saison. Le Sporting, ça fait plus de 16 ans qu'ils attendent de remporter un nouveau championnat. Ça fait tellement longtemps que clairement pour moi, le Sporting c'était le numéro 3, c'était l'outsider naturel du championnat portugais. Et cette année, je crois que c'est la bonne, ça y est, enfin. Ils sont au coude à coude encore avec Porto, ils se sont détachés, ça va le faire et c'est grâce à un joueur, Pedro Gonçalves. Quand ils ont perdu Bruno Fernandes, volé par Manchester United, je me suis dit ça y est, c'est fini, c'est mort après les troubles des années passées, hein, les supporters qui étaient rentrés dans le centre d'entraînement façon Marseille, qui avaient tout détruit je crois, ça avait vachement choqué à l'époque. Le Sporting est au plus mal, Bruno Fernandes arrive, il casse tout, il part, bam, juste après, un autre arrive, c'est incroyable, le gars a 22 ans et les statistiques sont folles. En 16 matchs, je crois que c'est 15 buts et 2 passes décisives. Voilà, bien entendu, tout de suite, il a tapé dans l'œil des plus gros, on parle de lui à Liverpool. On va voir ce que ça a donné, mais c'est sûr, il restera pas très longtemps et j'espère surtout qu'avant de partir, il donnera enfin ce titre à un de mes clubs de cœur au Portugal, le Sporting. Gonçalves, il a un profil assez atypique, qui est assez symptomatique du football que j'aime pas trop, ce football qui recrute des joueurs très très jeunes qui vont se casser la gueule, bien entendu. Et donc ce Gonçalves, il part très vite pour Braga et à 17 ans, il est repéré par le Valence FC, il s'en va là-bas et bien entendu, ça marche pas. Pourquoi est-ce que ça marche pas? Parce qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de rester à Valence, qu'il s'envole pour l'Angleterre, direction Wolverhampton, une destination qui fait rêver tout le monde bien entendu, parce que son coach actuel, à qui il avait tapé dans l'œil, Nuno Espirito Santo, avait été recruté par les Wolves. Bien entendu, ça marche pas du tout, il reste dans la réserve, et à 20 ans, machine arrière, il repart. Là, il joue pour qui? Famalicão. Rappelez-vous, c'est cette équipe qui aurait pu clairement figurer dans un épisode d'Outsider. Ils avaient très bien joué, il y a quand même quelqu'un qui a un peu d'argent derrière, qui avait monté une très belle équipe, et rappelez-vous, ils avaient joué les premiers rôles pendant longtemps. Là, ils se cassent un petit peu la gueule cette saison, mais lui, Gonçalves, c'était pas pour rien que Famalicão avait
très bien joué, c'était grâce à Gonçalves, vous avez compris. Aligné généralement comme numéro 10 au Sporting, il joue également très bien comme il est droit, c'est d'ailleurs là que je le mets dans mon 11. Son point faible, c'est clairement le physique, hein. 1m72, vous imaginez bien que dans le domaine aérien, c'est pas trop son truc, mais il compense bien, vous allez voir. Dribbleur, vif, offensif, il aime les petits espaces, et il réussit très bien ses passes en avant. Ça, j'aime beaucoup. Il a un gros potentiel pour s'orienter face au jeu, éliminer les adversaires, il a un super contrôle. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il n'abandonne pas les tâches défensives, alors il a un bon petit paquet de cartons jaunes, mais moi ça j'aime, il donne, il moule le maillot, il sait bien le faire. Et donc il harcèle très bien, en plus de ça, il joue bien de son mauvais pied. Waouh, le mec a un gros potentiel, on est d'accord. En plus de ça, bah, vous avez vu les stats, il s'est marqué. Ça aussi j'aime les gars. Certes, il a encore un palier à passer pour arriver à s'imposer, imaginons en équipe nationale, il est clairement pas encore, mais je pense qu'il va commencer à titiller les meilleurs à ce poste-là, et à l'avenir, je suis quasiment sûr qu'on va le voir en sélection dans pas longtemps. Et en numéro 10 de ce magnifique 11 qui vous fait déjà rêver, j'en suis certain, alors là c'est l'outsider idéal et la surprise totale, j'en suis certain, Oussama Tanane. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi oui, il était passé par Saint-Etienne, c'est tout ce dont je me rappelais, hein, vraiment, c'est tout. Je l'avais évidemment totalement perdu de vue, pour moi c'est un mec totalement perdu pour le football. Et vous savez où est-ce qu'il joue? Au Vitesse Arnhem. Oui désolé, une fois de plus, je prononce très mal, mais c'est aux Pays-Bas. Désolé, hein, je crois que je suis excusé, non? Vitesse, c'est un club que je ne connais, mais alors absolument pas. Moi, je suis un petit peu l'Ajax, je suis le Feyenoord, la Z, ça va pas beaucoup plus loin. Et cette année, qui est-ce qu'on retrouve en haut du classement? Vitesse, un club logo que j'aime bien, ma foi, avec des couleurs que j'aime bien. C'est tout ce que je sais sur eux, franchement, honnêtement, je ne connais vraiment pas. Alors je m'y suis un petit peu intéressé, certes, cette année on peut dire qu'ils sont en haut parce que les gros se sont un petit peu manqués, ils ont raté notamment leur début de championnat, la Z notamment est pas là pour titiller l'Ajax cette année, mais ils reviennent, vous inquiétez pas. Tandis que Vitesse, eux, ils réussissent un peu tout, et c'est notamment grâce à ce joueur, Oussama Tanane. Le néerlando-marocain de 26 ans possède cette saison des statistiques assez intéressantes. En 18 matchs, 5 buts et 5 passes D, je crois que c'est typiquement des statistiques de numéro 10, on est d'accord. En plus de ça, et là, j'adore ça, il est gaucher. Un numéro 10 gaucher, mon cœur palpite directement. Une fois de plus, et c'est peut-être le thème de cet épisode, un joueur avec un profil assez atypique. Formé à l'Ajax, il a roulé sa bosse dans plusieurs clubs néerlandais avant de taper dans l'œil en 2016 de Saint-Etienne. Entre 2016 et 2020, il enchaîne les hauts et les bas, c'est le moins qu'on puisse dire, et décide finalement de retourner aux Pays-Bas. Tanane, vous savez, c'est le genre de joueur qui adore dévorer le ballon. Vous voyez, c'est le genre de mec, quand vous jouez avec, vous lui dites « lâche le ballon !» Voilà, ça c'est Tanane, mais en meilleur qu'avec le mec avec qui vous jouez, hein, le lundi soir dans votre club de quartier. Tanane, c'est le genre de mec, même s'il n'arrive pas 10 fois, il continuera à essayer de faire la différence, à dribbler, à essayer de faire le déséquilibre. C'est ça qu'on aime bien. C'est son nouveau coach, après son échec à Utrecht, qui l'a replacé en milieu offensif. Et c'est là qu'il a vraiment explosé. Si bien que rapidement, il a fait son retour en équipe nationale. Et c'est vachement bien pour lui. Son équipe, le FC Olieu du Rhin, comme on l'appelle, développe un jeu séduisant. Et c'est clairement la meilleure surprise de cette saison en Eredivisie. Et surtout, ils tiennent sur la durée. Des joueurs comme Luis Openda, Darfalou ou Armando Broja sont des joueurs qui, autour de Oussama Tanane, ont vraiment beaucoup progressé cette saison et sont très intéressants à voir jouer ensemble. Tanane, s'il arrive à être un peu plus concentré sur le terrain, à moins se laisser énerver par l'adversaire et l'arbitre, clairement le genre de joueur que je vois arriver plus haut, monter d'un grade, et je le vois par exemple jouer comme un Ziyech par exemple, pourquoi pas à l'Ajax d'Amsterdam. Et je finis enfin mon 11 avec l'attaquant de pointe, Jonathan David. Alors là, je vous parle de Lille, pas de grande surprise, vous connaissez tout, j'ai pas vraiment m'étendre dessus, c'est un beau et un vrai outsider cette année. J'espère vraiment qu'ils vont réussir jusqu'au bout à concurrencer le PSG et même pourquoi pas gagner le titre. Allez, je me mouille, ils vont le gagner, allez vas-y, c'est bon, c'est parié, c'est fait. Bon, je suis pas Madame Irma, j'aime pas beaucoup ça me projeter, prendre des paris sur l'avenir, mais voilà, je ne peux pas m'empêcher d'espérer. Lille, vous connaissez l'équipe, elle est équilibrée, Galtier, ça fonctionne bien, il y a beaucoup de joueurs qui sont très plaisants. L'attaquant, là, comme il s'appelle, Yilmaz, pour moi c'était un plot, il n'arrête pas de marquer,
je comprends pas, mais bon, tant mieux, hein. Il y a des mecs au milieu que j'aime beaucoup, Yazice, Timothy Weah, Renato Sanchez, voilà, l'équipe est folle, franchement, Bamba, bon voilà, il y a du talent de partout, ils ont pas trop vendu non plus, il y a vraiment des bons joueurs à tous les postes, l'équipe est équilibrée, ça me fait penser un petit peu à Montpellier de 2012 parce qu'ils savent gagner des matchs un peu sales, juste 1-0, mais ils savent les gagner hein, pour toujours être en haut, ça fonctionne bien, voilà. Lille quoi. Voilà, tout ça pour venir à parler de Jonathan David. Je vais pas non plus beaucoup m'étendre dessus, je pense que vous connaissez très bien. C'est un Canadien qui est très jeune et qui cette année enfin je pense est en train d'éclore. Vous avez sûrement dû le remarquer mais il marque des buts qui rapportent des points et c'est ça vraiment le plus important pour l'attaquant de pointe. Je le vois même aller au-dessus de Timothy Weah. Pour moi il va vraiment exploser dans les années à venir et je lui prévois vraiment un bel avenir. Il n'y a pas à dire. Et c'est là où je voulais en venir. Je trouve que les Nord-Américains ont vraiment bien travaillé. Parce qu'il y a une très belle génération de joueurs qui est en train d'éclater. Avec Pulisic, avec Giovanni Reina, avec lui, Jonathan David, avec aussi, comme il s'appelle, Davis, le joueur du Bayern. Ça promet pour les années à venir. Et franchement, que autant de bons joueurs au Canada, je ne m'attendais pas. Et qu'ils soient probablement meilleurs que les États-Unis non plus. Donc à voir pour l'avenir. Juste pour rappel, Jonathan David, c'était quand même le plus gros transfert de Lille à l'époque, hein, 20 millions d'euros, et il avait quand même marqué la bagatelle de 18 buts et 7 passes décisives, je crois. Non, 8 passes décisives en 27 matchs. Donc, le mec arrivait quand même, était correct. Il avait notamment participé à la fessée contre l'AS Saint-Etienne à l'époque en Europa League. Je crois qu'en tout, ça faisait environ 40 buts sur la saison. Voilà, il avait quand même la lourde charge de remplacer Osimhen, qui n'a pas vraiment confirmé depuis au Napoli. Mais pour un jeune joueur comme ça, qui a les dents longues, c'est plutôt bien correct. C'est enfin l'heure du bilan. Ce 11 type, je pense qu'il est assez intéressant. Je ne l'ai pas énormément non plus poussé au niveau tactique. Je n'ai pas non plus travaillé les interactions entre les joueurs qu'il aurait pu y avoir. Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir des joueurs cohérents, une équipe cohérente à des postes qui sont les leurs. Ce qui m'intéressait aussi, c'est de dégager une image générale de ce qui se passait dans les principaux championnats européens, dans cette saison si particulière, hein, je vous rappelle. Ce qu'il y a d'intéressant que l'on peut dire, c'est qu'il y a certains clubs qui sont habituellement plutôt en 3e position de leur championnat respectif, et qui actuellement sont en tête. Je pense notamment à l'Atlético, qui n'est pas vraiment dans ce top, mais surtout au Sporting. Il y a certains clubs qui ne sont pas outsiders, qui font partie de ce top, mais qui ne sont pas outsiders parce qu'ils dominent outrageusement leur championnat respectif. Je parle des Glasgow Rangers ou de Bruges. Certains ne sont pas du tout des cadors, mais sont encore en lice pour jouer le titre dans leur championnat. Je parle par exemple de Lille, de Leicester et du CSKA Moscou. D'autres se sont effondrés après avoir réalisé une première partie de championnat qui était absolument magnifique. Je parle de la Real Sociedad et du Bayer Leverkusen, bien entendu, qui ont systématiquement perdu leur match face à leurs adversaires du haut de classement. D'autres encore remontent la pente après des débuts de championnat carrément difficiles. Je parle de Toulouse, de l'AS Alkmaar et de l'Atalanta Bergame. Et enfin, il y a même carrément une véritable surprise qui se maintient sur la durée. Un vrai outsider comme on l'aime, le Vitesse Arnhem. Mais je dois l'avouer, j'ai pas fait un épisode exclusivement sur eux, sur cette équipe, parce que clairement je n'y crois pas. Ouais, désolé, je vois l'Ajax gagner et ça m'a un peu découragé. Surtout, le Vitesse, personne n'en parle et c'était assez difficile de trouver des informations. Donc je ne me suis pas lancé, puis je n'étais pas inspiré. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Mais surtout, si je n'ai pas parlé d'eux, c'est un peu un aveu de ce constat terrible que j'ai fait cette saison. C'est que malgré cette pandémie que subissent tous les clubs, à peu près à égalité, en fait cette égalité n'existe pas. Les gros avaient un peu plus de réserve, donc ont pu mieux l'encaisser, tandis que les petits le prennent clairement dans les dents, surtout en Ligue 1 où on se prend Mediapro qui se casse avec les soldes et Canal+ qui reprend, qui clairement fait vraiment mal. Donc la leçon qu'on peut tirer de ça, c'est que les gros et les riches sont de plus en plus riches, et les pauvres, les petits, vont être de plus en plus pauvres. Ça, c'est un petit peu comme dans la société. Cette pandémie, elle va accélérer la tendance de ces dernières années. Ça fait un peu peur. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. C'était long, je suis désolé, mais ça me fait beaucoup de bien de revenir après longue semaine à me battre contre la fatigue pour pouvoir revenir devant la caméra, devant vous.
J'espère que ça vous a plu, que j'ai pas été trop brouillon, parce que c'était un peu le bordel les écritures de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très vite, à très bientôt. Je vous aime et je vous embrasse. Ciao les blaireaux.